Pour démarrer l'étude des revenus mobiliers, prenons un cas d'application simple. Imaginez une société belge qui va décider d'attribuer un dividende de 100 à son actionnaire belge. Ce dividende est constitutif d'un revenu mobilier taxable dans le chef de l'actionnaire de la société. À l'occasion du paiement du dividende, la société a l'obligation de retenir le précompte mobilier. Le précompte mobilier opéré sur ce dividende va avoir un taux de 30% au jour d'aujourd'hui. Donc lorsque la société paye à son actionnaire le dividende de 100, qui est le revenu brut, la société doit retenir le précompte mobilier de 30% de ce revenu brut, donc 30, et le verser à l'État. L'actionnaire, le bénéficiaire du revenu, perçoit un dividende net de 70. Étudions maintenant les rapports entre le précompte mobilier d'une part et l'impôt des personnes physiques afférent aux revenus mobiliers d'autre part. Lorsqu'il y a retenu du précompte mobilier, je vous renvoie à mon commentaire du slide précédent, eh bien, le bénéficiaire du revenu, dans mon exemple l'actionnaire, n'a pas l'obligation de déclarer le revenu en question, le dividende, dans sa déclaration d'impôt. Pourquoi? Parce que le précompte mobilier est dit libératoire. C'est une caractéristique qui ne s'applique qu'au précompte mobilier, pas aux autres précomptes qu'on a étudiés. Donc, précompte mobilier est libératoire, ça veut dire que lorsqu'on bénéficie d'un revenu mobilier qui a fait l'objet d'une retenue de précompte mobilier, eh bien, on n'a plus l'obligation de déclarer le revenu en question. Et dans cette hypothèse, le précompte mobilier est l'impôt définitif que l'actionnaire va supporter. Le caractère libératoire du précompte mobilier a un caractère facultatif pour le contribuable. Dans la majeure partie des cas, le contribuable qui a perçu son revenu mobilier précompté ne va pas le déclarer. Mais cette dispense est facultative, il peut très bien décider de le déclarer. Il n'en a toutefois pas l'obligation. Pourquoi le déclarer? Quand est-ce qu'il est intéressant de déclarer le revenu mobilier que l'on a perçu et qui a fait l'objet d'une retenue à la source? La retenue à la source, c'est le précompte mobilier. Eh bien, quand le fait de déclarer va permettre aux contribuables de bénéficier d'un remboursement d'impôt. Alors, ce n'est pas dans tous les cas que les contribuables qui déclarent le revenu mobilier bénéficient d'un remboursement d'impôt. Alors, on va voir les deux hypothèses. Dans la majeure partie des cas, ce qui va se passer quand le contribuable va déclarer son revenu mobilier qui a fait l'objet d'une retenue de précompte, eh bien, c'est rien du tout. Le fait de
déclarer son revenu mobilier précompté n'a aucun effet sur le montant d'impôt que l'on paye au final. Pourquoi? Parce que dans cette hypothèse, le précompte mobilier qui a frappé le revenu qui fait l'objet d'une déclaration par le contribuable, eh bien, il va jouer le rôle d'un acompte sur l'impôt. C'est-à-dire que dans la déclaration du contribuable va apparaître le revenu mobilier précompté. Là-dessus, un impôt va être calculé et sur cet impôt, on va imputer le précompte mobilier qui a été retenu en amont, un peu de la même manière que l'on procède avec le précompte professionnel. Donc, on déclare le revenu mobilier, on calcule l'IPP sur le revenu mobilier, et sur cet impôt, on impute le précompte. Le montant du précompte est égal au montant de l'impôt qui est calculé sur le revenu mobilier, et dès lors, ça n'a aucun effet. Dans mon cas, avec le dividende de 100, eh bien, on calcule un impôt de 30, et sur cet impôt de 30, on impute la retenue à la source, le précompte mobilier de 30 qui a été prélevé. Donc, on impute 30 sur 30, ça conduit à 0. L'impôt a déjà été acquitté. C'est le même mécanisme que le précompte professionnel. Alors, pourquoi, petite précision, pourquoi est-ce que l'IPP qui frappe le revenu mobilier est de 30? Parce que le taux d'imposition qui frappe les revenus mobiliers, c'est un taux distinct. Taux distinct, c'est un concept qu'on a vu dans mon slide d'introduction sur l'IPP, un taux distinct par rapport au taux globalisé. C'est un taux distinct de 30%. L'IPP qui frappe les revenus mobiliers, c'est 30%. Et ce taux de 30% est le même que le taux de précompte mobilier, qui est aussi de 30%. Donc, on impute 30 sur 30, ça conduit à 0. Dans ce cas, le contribuable a déclaré son revenu mobilier, mais ça n'a aucun intérêt. C'est le premier cas de figure qui survient le plus souvent quand un contribuable décide de déclarer son revenu mobilier, nonobstant le caractère libératoire de la retenue du précompte mobilier. À côté de ça, vous avez une autre hypothèse dans laquelle il va être intéressant de déclarer son revenu mobilier précompté. C'est dans l'hypothèse où, comme je l'ai dit, le fait de déclarer conduit à un remboursement d'impôt. Dans ce cas, le contribuable déclare son revenu mobilier, on calcule un impôt dans le chef de ce contribuable, et cet impôt est inférieur au montant du précompte mobilier qui a été retenu en amont. Donc, dans mon cas, le contribuable déclare son revenu mobilier, l'impôt calculé est inférieur à 30, et sur ce montant inférieur à 30, on impute les 30 de précompte mobilier. L'imputation de ces 30 sur ce montant inférieur conduit à un remboursement d'impôt dans le chef du contribuable. Là, il est intéressant pour ce contribuable d'avoir déclaré son revenu mobilier. Alors, pourquoi, dans certains cas, le montant d'IPP du contribuable est inférieur au retenu à la source, au précompte mobilier retenu sur le dividende dans mon cas? Eh bien, ce cas de figure survient quand le contribuable n'a pas d'autres revenus
que son revenu mobilier ou a des revenus très faibles. Et dans ce cas, il est possible que l'IPP définitif calculé dans le chef du contribuable soit inférieur au montant de la retenue. Donc ça, c'est l'explication factuelle. Ça survient dans les cas où vous avez un contribuable qui n'a pas d'autres revenus ou qui a des revenus très faibles. La raison technique, je vais vous la donner, elle est liée à une règle qu'on a déjà vue en amont et qui est liée à l'application des taux distincts. Je vous ai dit que la règle du taux distinct, c'est une exception par rapport à la règle générale qui est la globalisation des revenus. C'est l'article 171 qui vous le dit, on l'a vu et je vous le rappelle. On applique la taxation à un taux distinct seulement si elle est plus avantageuse que la globalisation. Dans mon cas de figure, le contribuable qui n'a bénéficié que de son revenu mobilier et qui n'a pas d'autres revenus ou qui a des revenus très faibles, au niveau de son calcul de l'IPP, on va lui appliquer d'abord son taux distinct, donc de 30, et on va se rendre compte que ce 30 est moins avantageux que l'impôt calculé sur une base globalisée. Par application de l'article 171, on va globaliser l'impôt de ce contribuable, ça va déboucher sur un impôt inférieur à la taxation distincte. Et dans ce cas-là, le fait de déclarer et ensuite d'imputer le précompte de 30 sur l'impôt globalisé par hypothèse inférieure à 30, ça conduit à un remboursement. Voilà pour l'explication tant factuelle que technique. N'hésitez pas à poser vos questions et lors d'une éventuelle séance interactive, on verra un exemple plus concret. À l'heure actuelle, je me vois contraint d'exposer le principe. Et donc, retenez, c'est ça qui est important dans le cadre du slide, le rapport entre précompte mobilier et IPP afférent aux revenus mobiliers. Le précompte mobilier est libératoire, vous devez savoir ce que ça veut dire. Dans la majeure partie des cas, le contribuable va suivre ce caractère libératoire, donc ne pas déclarer son revenu mobilier. S'il décide de déclarer, dans la majeure partie des cas, cela n'aura aucun effet parce que on va imputer le précompte sur l'impôt et que ça va avoir un résultat neutre. On ne va pas payer plus et on ne va pas obtenir un remboursement. Dans certains cas, le fait de déclarer le revenu mobilier va conduire à un remboursement d'impôt dans le chef du contribuable et cela n'est possible que dans l'hypothèse où le montant du précompte supporté est supérieur au montant de l'impôt définitif dans le chef du contribuable et le fait d'imputer conduit à un remboursement. Et alors la raison technique de cette situation, c'est lié au jeu entre les taux distincts et les taux globalisés, à savoir le revenu mobilier va être globalisé quand cela est plus avantageux que la taxation distincte. Comment est-ce que ça se produit en pratique qu'un contribuable a peu de revenus ou pas d'autres revenus? C'est quelque chose de fondamental en matière de revenus mobiliers. Quand il n'y a pas de retenue de précompte mobilier, alors le caractère libératoire du précompte mobilier ne peut pas jouer et le contribuable a alors l'obligation de déclarer son revenu mobilier. En pratique, ça va survenir quand le
revenu mobilier est un revenu de source étrangère qui ne transite pas par la Belgique. Cas d'application, donc prenons mon exemple, le contribuable belge perçoit un dividende français et ce dividende est payé sur un compte dont dispose le contribuable en France. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de retenue de précompte mobilier belge sur ce dividende. Et comme il n'y a pas de retenue de précompte mobilier, il y a obligation de déclarer le revenu, vu que le caractère libératoire de la retenue ne peut pas jouer. Alors en pratique, petite nuance, hein, si le contribuable perçoit son dividende français sur un compte belge, eh bien là, le fait de transiter par un compte belge fait qu'il y a une banque belge qui va avoir l'obligation de retenir le précompte mobilier belge dans ce cas. Et dès lors, précompte mobilier, caractère libératoire, plus l'occasion d'être dispensé de la déclaration du revenu mobilier. Donc, quand pas de retenue de précompte mobilier, obligation de déclarer. Alors, deuxième point, les taux d'imposition qui frappent les revenus mobiliers ont été considérablement modifiés ces dernières années, depuis l'exercice 2013, revenu 2012, jusque l'exercice 2018. Alors, vous avez le détail de l'évolution sur le slide et de manière générale, on est parti d'une situation où on avait une différence de taux de taxation entre les intérêts et les dividendes. Les intérêts étaient initialement taxés à 15% et les dividendes étaient initialement taxés à 25%. Alors, dans un premier temps, on a relevé le taux de taxation des intérêts pour le mettre sur le même pied que celui des dividendes. Donc, le taux de 15 qui frappait les intérêts est passé à 21, et puis de 21, on est passé à 25. Et on s'est retrouvé avec un taux d'imposition uniforme qui frappait les intérêts comme les dividendes. Ensuite, ce taux de 25 est passé d'abord à 27% et puis à 30%. Au jour d'aujourd'hui, tant les dividendes que les intérêts, il y a des exceptions, sont frappés d'un impôt dont le taux est de 30%. Cela depuis l'exercice d'imposition 2018. Alors, cette réforme, cette augmentation de taux s'explique par le tax shift, mais pas uniquement par le tax shift. Alors, les hausses de taux ont été pour la première fois décidées par le précédent gouvernement, donc celui de Di Rupo. Et donc, à l'époque, il y avait une volonté de taxer simplement de manière plus forte certains revenus mobiliers. Lorsque le gouvernement de Charles Michel a embrayé, qu'il a mis au point son tax shift, eh bien, cette hausse de la taxation des revenus mobiliers a continué. Et là, la justification apportée était celle du tax shift, un déplacement de la fiscalité. On veut diminuer la fiscalité des revenus sur le travail et en contrepartie,
on va aller taxer d'autres types de revenus par hypothèse moins taxés, ici les revenus mobiliers. Donc, ça s'explique par le tax shift, mais cette hausse a débuté avant que l'on parle de tax shift, et dès lors, tout n'est pas lié au tax shift. Je précise enfin que ce taux de 30% à l'heure actuelle correspond à la fois au taux du précompte mobilier et à la fois au taux de l'IPP applicable aux revenus mobiliers, donc qui est un taux distinct, le taux de 30%. Donc le taux du précompte et le taux de l'IPP, taux distinct sur les revenus mobiliers, est le même, ce qui est parfaitement logique, et c'est pour ça que l'imputation du précompte sur l'IPP conduit à un résultat neutre, sauf lorsque l'IPP est globalisé, alors c'est plutôt distinct qui s'applique, c'est un taux globalisé qui va conduire à un taux inférieur à 30%. Et dans ce cas-là, on a intérêt à déclarer. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Je ne parle pas ici de l'article 37 et de la jurisprudence citée sur le slide, ça ne fait pas partie de la matière. Passons maintenant à l'étude des revenus imposables en matière de revenus mobiliers. Alors, de manière très générale, vous avez deux types de revenus imposables, les dividendes et les intérêts. Donc, deux concepts. Débutons avec les dividendes, définis à l'article 18 du Code. Un dividende, c'est l'avantage attribué par une société aux actions et parts à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. Donc, on a déjà évoqué mon hypothèse d'un dividende payé en monnaie sonnante et trébuchante à la somme de 100 attribuée par la société. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Vous avez parfois des dividendes en nature qui sont payés. Donc, on parle parfois dans la pratique de stock dividend. Plutôt que de payer une somme d'argent à titre de dividende, la société va décider d'attribuer une nouvelle action au détenteur de parts, à son actionnaire. Et donc ça a la forme d'un dividende, mais ce n'est pas payé en une somme d'argent. On reçoit quelque chose d'autre, mais ce quelque chose, c'est toujours une distribution des bénéfices de la société. Le fait d'avoir émis une nouvelle part a été financé au moyen des bénéfices de la société. Et donc, ça revient au même qu'un dividende distribué et ça c'est soumis au même régime de taxation. Alors, à côté des dividendes à proprement parler, vous avez également les bonis de liquidation et bonis d'acquisition, qui sont des concepts que vous connaissez peut-être. Alors, en ce qui concerne le boni de liquidation, la liquidation, c'est la vie après la mort d'une société. Donc, une société, lorsqu'elle touche à sa fin, ça fait l'objet d'une décision par la société qui vote sa dissolution. Ça, c'est la mort de la société. Elle est dissoute. Et après la dissolution, la société entre dans une phase de liquidation. La liquidation, c'est quoi? Eh bien, c'est les opérations par lesquelles la société paye ses créanciers et rembourse ses actionnaires à concurrence de leur mise de départ initiale. Si au terme de ces obligations de liquidation, il reste quelque chose, ce quelque chose est distribué aux actionnaires et ce quelque chose est le boni de liquidation. Le boni de liquidation est fiscalement considéré comme un dividende. Et d'ailleurs, économiquement, c'est aussi un dividende vu qu'il
Il s'agit de bénéfices engrangés par la société qui sont distribués aux actionnaires au terme de la liquidation après remboursement de la mise de départ des actionnaires. Hein, le remboursement de la mise de départ des actionnaires, ça, ce n'est pas un dividende. Hein, on rembourse ce qui a été apporté, ce n'est pas un revenu pour l'actionnaire, ce n'est que le surplus qui est un boni de liquidation et qui est taxable. Au même taux d'ailleurs que les dividendes. Alors, boni d'acquisition, c'est le même mécanisme, mais dans l'hypothèse, et je ne dirai pas plus que cela, dans l'hypothèse où la société rachète ses propres actions. Donc, en droit des sociétés, vous avez peut-être étudié le régime du rachat d'actions propres. Eh bien, ça conduit dans certains cas à l'attribution de boni d'acquisition. Et ce boni d'acquisition est taxable au titre de dividende. Je n'en dis pas plus. Retenez plus le concept de boni de liquidation et de dividende tel que vous le connaissez, avec quelques cas particuliers où le dividende est payé en nature. Dernière hypothèse de dividende que nous allons voir, qui est visée à l'article 18.4 du CIR, les intérêts requalifiés en dividendes. Accrochez-vous, c'est un petit peu technique. Prenons un cas d'application. Imaginez une personne physique qui est soit actionnaire, soit dirigeante d'une société. Cette personne physique va prêter de l'argent à la société dans laquelle il est actionnaire ou dirigeant. En rémunération de ce prêt, la personne physique va percevoir des intérêts sur les capitaux empruntés. Dans la mesure où le montant des intérêts payés dépasse un certain plafond, et ce plafond est double, eh bien, ces intérêts vont être qualifiés fiscalement de dividendes. Donc, on parle donc d'intérêts requalifiés en dividendes qui surviennent quand le montant des intérêts dépasse un certain plafond. Ce plafond, quel est-il? Il est double. Premièrement, il va avoir une requalification des intérêts en dividendes dans la mesure où le taux d'intérêt convenu dépasse le taux du marché. Si le taux convenu entre les parties dépasse ce taux, eh bien, les intérêts qui correspondent à la tranche qui dépasse ce taux vont être considérés fiscalement comme des dividendes. On étudiera après les conséquences. Deuxième plafond, il survient lorsque le montant total des avances productives d'intérêt excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. Je vous invite à mettre de côté les parties de la disposition qui concernent le début de la période imposable, fin de la période. Ça, je dirais, on met ça en parenthèse, c'est pour mémoire.
Donc, il va avoir une requalification des intérêts en dividendes quand le montant total des prêts souscrits par la société dépasse le montant de son capital et de ses réserves taxées. Retenez à ce stade réserve. Donc, lorsque le montant des prêts dépasse le montant du capital de la société plus ses réserves, eh bien, la partie du prêt qui dépasse va donner lieu à des paiements d'intérêt, et ces paiements d'intérêt vont fiscalement être considérés comme des dividendes. Alors, quelle est la ratio legis de cette disposition qui est une disposition anti-abus? Double ratio legis. On veut tout d'abord éviter que les sociétés soient sous-capitalisées. Ça, c'est la justification par rapport à la deuxième limite. Donc, éviter d'avoir sur le marché des sociétés qui recourent trop à l'emprunt par rapport à leurs fonds propres. Fonds propres qui proviennent soit d'apports des actionnaires, le capital libéré, ou proviennent de bénéfices mis en réserve, donc les réserves taxées. On veut faire en sorte d'avoir sur le marché des sociétés avec des reins solides financièrement, qui ne recourent pas trop à l'emprunt, et c'est pour ça que on requalifie les intérêts en dividendes quand le montant total des emprunts dépasse le montant du capital et des réserves taxées dans le chef de la société. Première justification. Deuxième justification, la différence du régime fiscal de taxation entre les dividendes et les intérêts. Alors, cette différence entre le régime fiscal, vous devez l'analyser dans le chef tant de l'actionnaire qui prête la somme d'argent que dans le chef de la société. Alors, du point de vue de l'actionnaire ou de la personne qui prête, de la personne physique, les dividendes et les intérêts, ce n'était pas la même chose d'un point de vue fiscal. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, initialement, il y a quelques années, le taux qui frappait les intérêts, c'était 15% et les dividendes, 25%. Au jour d'aujourd'hui, tout est soumis à 30%, mais initialement, il y avait une différence et pour un contribuable, eh bien, c'était plus avantageux de percevoir des intérêts de la part d'une société que de percevoir des dividendes. Donc, c'était plus avantageux de prêter de l'argent à une société et percevoir des intérêts que d'investir son argent dans la société sous la forme de capital et être rémunéré en dividendes. Donc, c'était une des justifications, la différence entre le régime de taxation des dividendes et des intérêts dans le chef des personnes physiques. Cette différence n'existe plus. Dans le chef de la société, vous avez aussi un régime fiscal qui est différent. Les intérêts qui sont payés par la société constituent une charge déductible dans le chef de la société. Donc, ça vient en diminution de ses revenus taxables. Tandis que payer des
dividendes, eh bien, ça ne conduit pas à déduire une charge dans le chef de la société. Les dividendes, ce sont les bénéfices taxés dans le chef de la société qui sont distribués. Donc, fiscalement, pour une société, c'est plus avantageux de payer des dividendes que payer des intérêts que de payer des dividendes, parce que les intérêts sont des charges déductibles. Les dividendes, c'est une partie du bénéfice qu'on attribue à ses actionnaires et ça n'a aucune conséquence fiscale. Les dividendes, ça provient de bénéfices qui ont été taxés dans le chef de la société. Donc, ce n'est pas neutre d'un point de vue fiscal pour une société de payer des intérêts plutôt que des dividendes. Donc, compte tenu de cette différence de régime fiscal, tant dans le chef de l'actionnaire, différence historique, que dans le chef de la société, eh bien, il était plus avantageux de faire des prêts à des sociétés que d'investir en capitaux à risque, que d'investir en capital dans le chef des sociétés et d'être rémunéré en dividendes. Dès lors, pour ne pas inviter ou tenter les parties de prêter trop d'argent aux sociétés et d'aller convenir des taux d'intérêt mirobolants qui fiscalement conduisent à des charges dans le chef de la société et à des revenus plus imposés, moins imposés dans le chef de l'actionnaire, eh bien, on a adopté également cette disposition anti-abus. Donc ça, c'est pour la ratio legis. Deux raisons. Éviter les sous-capitalisations et raisons liées au régime fiscal différencié entre les dividendes et les intérêts. Alors, on a vu maintenant le champ d'application de la mesure, on a vu sa ratio legis, les objectifs poursuivis. Passons maintenant aux effets. Quel est l'effet de la requalification de ces intérêts en dividendes? Alors, il y avait, premièrement, un effet historique, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Le fait d'attribuer un dividende plutôt qu'un intérêt, ça conduit à un revenu plus fortement taxé dans le chef de l'actionnaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des taux différenciés. Au jour d'aujourd'hui, c'est 30% dans le chef de la personne qui perçoit des intérêts comme des actionnaires. Donc ça n'a pas d'effet à proprement parler. L'autre effet, deuxième, mais qui est beaucoup plus important, c'est au niveau de la déduction dans le chef de la société. La société qui paye des intérêts, elle peut déduire ses intérêts. Si les intérêts en question sont requalifiés en dividendes, elle ne peut plus déduire ses intérêts. Et donc la société est taxée sur le montant d'intérêts requalifiés en dividendes qu'elle a payé. Et donc, vous avez la conséquence de cette requalification qui survient essentiellement au jour d'aujourd'hui dans le chef de la société. La société ne peut plus déduire les intérêts requalifiés en dividendes. Et alors, d'un point de vue légistique, vous avez quelque chose de tout à fait particulier au niveau de l'étude des législations. Vous avez une disposition de l'impôt des personnes physiques qui, au jour d'aujourd'hui, n'a d'effet que dans le chef de la société qui distribue et qui n'a pas d'effet dans le chef de l'actionnaire, vu que le taux qui frappe les intérêts et les dividendes est le même à l'heure actuelle. Donc, c'est tout à fait particulier. On peut se poser la question de savoir, tiens, est-ce que ça a du sens de laisser cette disposition à l'article 18? Pourquoi ne pas aller prévoir une règle particulière à l'impôt des sociétés qui aurait pour effet de rejeter la déduction des intérêts? Question que l'on peut se poser d'un point de vue légistique. Alors, historiquement, ça avait du sens quand la taxation des dividendes et des intérêts n'était pas prévue au même taux. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens de laisser cette disposition à l'IPP, mais elle est là et cette règle s'applique toujours.
mais elle n'a des effets que dans le chef de la société. Alors, dans les annexes que je vais poster sur le site, vous aurez un exemple d'exercice simple en matière de requalification des intérêts en dividendes. J'attire juste votre attention sur le fait que cet exercice date d'il y a un certain nombre d'années et qu'à cette époque, le taux de taxation des dividendes et des intérêts était différent. Aujourd'hui, c'est le même. Et donc, vous devez appréhender cet exercice et le rattacher à l'exercice d'imposition utile et comprendre qu'il va avoir des particularités en termes de taux, qu'aujourd'hui, la requalification n'a pas d'effet. Ça reste 30% de taxation dans le chef de l'actionnaire qui perçoit les intérêts requalifiés en dividendes. Donc, je vous invite à lire cet exercice. Il fait une demi-page. Il est assez simple et il fait partie de la matière. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez à ce sujet. C'est un concept assez difficile et c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous l'expliquer en long et en large sur ce slide. Passons à l'étude du deuxième type de revenu mobilier, les intérêts. Et là, je serai beaucoup plus bref. Donc, par intérêt, article 19, on entend de manière générale les intérêts perçus sur un prêt ou des intérêts perçus sur une obligation. Je ne rentre pas dans les nuances liées aux primes d'émission, primes de remboursement. Non. L'intérêt, c'est l'intérêt qui vous est payé sur un emprunt et sur une obligation, et c'est taxable dans le chef de la personne qui a prêté ou qui a investi dans l'obligation. Peu importe que la créance soit représentée ou non par des titres. J'attire votre attention ici sur une exonération qui est prévue sur les intérêts de compte épargne. Les intérêts générés par un compte épargne vont être exonérés à concurrence d'un montant de 980 € pour l'exercice 2020, donc dans le chef du titulaire du compte, dans le chef de la personne qui a prêté l'argent. Donc vous avez une personne physique qui a un compte épargne, ce compte épargne produit des intérêts. Les 980 premiers euros d'intérêt générés par ce compte épargne vont être exonérés. Ce n'est qu'au-delà que ça va être soumis à l'impôt, ça va être soumis à un précompte mobilier. La banque va prélever un précompte mobilier de 30% au-delà du dépassement de ce montant de 980 €. Alors cette disposition, elle est utilisée à des fins de fraude fiscale par certains contribuables. Donc imaginez un contribuable qui a beaucoup d'argent en banque. Cet argent est investi sur des comptes épargne et il dépasse le montant des 980 € d'intérêt générés par son compte épargne. Eh bien, si de manière frauduleuse, il veut éviter une taxation, certains contribuables le font, eh bien, ce contribuable va ouvrir plusieurs comptes épargne dans plusieurs institutions différentes. Chaque institution va appliquer la règle
d'exemption de la première tranche de 980 €. Conséquence, le contribuable va se voir attribuer plusieurs fois cette exemption. Le contribuable va s'en satisfaire et ne rien faire. Alors, ce n'est pas légal, c'est d'ailleurs frauduleux. Dans ce cas-là, normalement, le contribuable a l'obligation de déclarer dans sa déclaration d'impôt les intérêts tous les intérêts qui dépassent les 980 € pour les soumettre à l'impôt. C'est simplement l'application de la règle qui veut que quand il n'y a pas de retenue du précompte mobilier, on est obligé de déclarer son revenu taxable. Mais ici, et certains contribuables le font, le contribuable ne va pas le faire, et donc chaque banque va appliquer l'exonération. Au total, le contribuable rentrait dans les conditions de taxation, mais de par le régime qui est appliqué dans chaque banque qui ne communique pas entre elles, eh bien, il peut bénéficier plusieurs fois de l'exonération et se soustraire, mais de manière illégale, à l'impôt. Dans certains cas, les contrats d'assurance vie peuvent générer des revenus taxables, des intérêts. Il faut distinguer le régime applicable aux branches 21, branche 23, branche 26 également. Mais ici, pour mémoire, je ne rentre pas dans les détails et ça ne fait pas partie de la matière. J'ai un mémo, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, que je mettrai en ligne, mais je le répète, ça ne fait pas partie de la matière. Voyons maintenant quels sont les revenus exonérés. On en a déjà parlé pour partie. Vous avez l'exonération qui s'applique à la première tranche des 980 € d'intérêt sur les comptes épargne. C'est posé une question de violation du droit européen suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est ça, CJUE. Voilà, vous devez savoir qu'initialement, il était prévu que seuls les intérêts générés par des comptes épargne, et la notion de compte épargne était une notion de droit belge, visée par la loi belge, ne pouvaient bénéficier que de cette exonération. Autrement dit, les comptes étrangers qui suivent la même logique ne rentraient pas dans les conditions de l'exonération. Certains contribuables y ont vu à juste titre une violation du droit européen et ça a été constaté dans l'arrêt du 6 juin 2013. Depuis, un compte épargne ou quelque chose d'équivalent qui s'appelle autrement, j'imagine que la France doit pondre sa nomenclature particulière comme elle a l'art de le faire. Donc, le même type de produit d'investissement en France ou ailleurs dans l'Union européenne, eh bien, ça génère des intérêts qui vont être exonérés à concurrence de cette première tranche. Bien. Première exemption. Deuxième exemption qui est assez récente, depuis l'exercice 2019, on a créé un régime similaire en matière de dividendes. Donc les 640 premiers € de dividendes qui sont perçus par un contribuable, eh bien, ils vont être soumis à une exonération. Donc l'économie fiscale, ça va représenter au maximum 192 € pour le contribuable en question. Autre revenu exonéré de l'IPP sur les revenus mobiliers, certains revenus liés aux capitaux d'assurance vie, de la même manière que j'en ai pas parlé dans le slide précédent, je ne rentre pas dans les détails ici. Donc, retenez simplement qu'il y a une tranche d'intérêt et une tranche de dividende qui va être exonérée pour tous les contribuables. Pour ce qui concerne les intérêts, c'est lié à un compte épargne. Pour les dividendes, il n'y a pas de restriction particulière. Autre mesurette qui conduit à des exonérations d'intérêts qui
est nouvelle à partir de l'exercice d'imposition 2016, donc votée par le gouvernement Michel en faveur de nouvelles PME. Une disposition qui prévoit l'exonération des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent. Et alors, on vous dit que les intérêts afférents à la première tranche de 15 320 €, ça c'est la somme prêtée, donc les intérêts générés vont être exonérés, les intérêts générés par cette tranche de prêt. Si on prête plus, c'est seulement les 15 320 € qui vont générer des intérêts exonérés. Alors, ça vise des sommes qui sont prêtées à une petite et moyenne entreprise, article 15 du Code des sociétés, ancienne disposition, nouvelle disposition, je vous invite à aller voir ce qu'il en est dans le CSA. Et il faut une entreprise PME qui débute et qui recourt à ses emprunts avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding. Voilà, l'idée est de favoriser les entreprises qui débutent en incitant certains contribuables à leur prêter de l'argent qui va générer des intérêts non taxés. Alors, comment déterminer le revenu net en matière de revenus mobiliers? Autrement dit, est-il possible de déduire certaines charges de ces revenus mobiliers? Est-ce que les frais bancaires liés à la tenue du compte sur lequel il y a des investissements, eh bien, est-ce que ça, c'est déductible? Alors, la réponse, et elle est surprenante, la réponse est non. Ce n'est pas déductible. Comme toujours en droit et en droit fiscal, c'est non, mais dans certains cas, c'est possible. C'est l'article 22 qui vous en parle. Et on vous dit que ces frais, donc liés à l'encaissement des revenus, frais d'encaissement, de garde ou autres faits analogues, ils peuvent être déduits uniquement si les revenus mobiliers du contribuable sont globalisés et pas si ceux-ci font l'objet d'une imposition, taxation distincte. Je renvoie à ce que je disais dans mes premiers slides. Donc, dans la majeure partie des cas, ce sera la taxation distincte qui va s'appliquer, sauf si la globalisation est plus avantageuse. Dans ce cas, en plus, le contribuable pourra déduire ses frais d'encaissement. Donc, ça va viser les contribuables qui ont moins de revenus. Eh bien, déjà, ils ont un régime de taxation qui est la globalisation et puis la taxation distincte, c'est plus avantageux. En plus, ils peuvent déduire des charges. Donc, dans la majeure partie des cas, ce n'est pas déductible. Et alors, oui, les frais liés à la gestion, la tenue du compte ne sont pas déductibles. Et également, les moins-values générées par un compte. Si votre portefeuille titre se crache la gueule en raison des circonstances économiques du moment, par exemple ce qui va se passer maintenant, eh bien, peu importe les moins-values. Votre compte, s'il génère des dividendes, des intérêts, les revenus vont être taxables, quand bien même, sur le côté, de nombreuses moins-values ont été réalisées. Pourquoi? Parce que les moins-values ne sont pas déductibles. L'article 22 ne parle que des frais d'encaissement, et encore, pas déductibles dans tous les cas. Les moins-values, c'est pas déductible. À l'IPP sur les revenus mobiliers.
Le précompte mobilier, il va être retenu, donc le redevable de ce précompte mobilier, c'est le débiteur du revenu ou l'intermédiaire établi en Belgique. Donc la société qui verse un dividende, l'intermédiaire, la banque établie en Belgique, lorsque le revenu mobilier transite par cette banque. Alors, débiteur du revenu, oui, pas n'importe quel débiteur, hein. Si vous, en tant que particulier, vous payez des intérêts à une personne qui vous a prêté de l'argent, vous n'êtes pas tenu de retenir le précompte mobilier. Donc, ça vise un débiteur professionnel, donc une société ou une banque. Quand est-ce que le précompte mobilier est dû? Au moment de l'attribution de la mise en paiement du revenu. Et en principe, le débiteur doit faire spontanément une déclaration et payer le précompte mobilier dans les 15 jours de l'attribution de la mise en paiement du revenu. Je n'en dis pas plus sur les modalités d'application pratique du précompte mobilier. En ce qui concerne les taux, les slides que vous avez sont beaucoup trop développés. Je vous invite à ne retenir que la synthèse que je vais vous donner. La règle générale à l'heure actuelle, c'est que tant pour les dividendes que pour les intérêts, le taux d'imposition est de 30%. Ces 30% s'appliquent aussi bien pour le précompte mobilier que pour l'IPP afférent aux revenus mobiliers. J'attire votre attention sur 3 exceptions notables, mais toutefois sans rentrer dans les détails de ces exceptions. Je mentionne juste leur existence. Il y a premièrement une exception pour les intérêts liés au compte épargne. On a vu qu'il y avait un montant d'intérêt qui était exonéré. Une fois qu'on dépasse le montant d'intérêt exonéré, on arrive dans une tranche taxée et les intérêts, quand je parle de tranche d'intérêt, je ne parle pas de tranche d'imposition, pour que ce soit parfaitement clair. Les intérêts du compte épargne qui sont soumis à taxation, donc au-delà de la tranche exonérée, ils seront soumis à un taux distinct de 15%, pas le taux de 30%. Première exception. Deuxième exception, en matière de dividendes, vous avez un régime qui s'appelle régime VVPR bis. VVPR, PR, ça veut dire précompte réduit. VV en néerlandais, vermindert voorheffing. Bis parce que c'est le second régime de la sorte. Ce régime VVPR bis permet pour les PME de sortir des dividendes qui vont être taxés à un taux de 15 ou 20%, donc inférieur au taux de 30%. Alors ça ne s'applique que pour les PME. Il y a également d'autres conditions d'application dans lesquelles je n'insiste pas, mais il faut savoir qu'en pratique, les personnes qui sont derrière des PME vont systématiquement recourir à ces VVPR dans la pratique pour pouvoir retirer des dividendes taxés à 15 ou 20%. Il y a des conditions de délai, il y a des conditions liées aux apports. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez googliser dividende VVPR bis, vous allez tomber sur de l'information pertinente. Voilà, sachez juste que ça existe et qu'on rencontre ça souvent en pratique
pour les PME. Donc sortir des dividendes qui vont être taxés à moins de 30%. Ça, c'était la deuxième exception notable. Troisième exception notable, il y a ce qu'on appelle le régime de la réserve de liquidation. Et donc, ça vise principalement, mais pas uniquement, des bonus de liquidation qui, si on respecte toute une série de conditions, vont être exonérés, donc pas d'impôt. Pas d'impôt, du moins lorsque le bonus de liquidation est payé aux actionnaires. Donc là aussi, sachez qu'il y a un régime favorable qui s'appelle réserve de liquidation, qui concerne les bonus de liquidation et qui débouche sur une absence de taxation lorsque le bonus de liquidation est payé. Ce n'est pas une absence de taxation parce qu'il y a un impôt prématuré qui est payé par la société, mais je ne rentre pas dans les détails techniques, qui sont d'ailleurs là très complexes. Donc si aussi vous voulez des informations complémentaires, googlisez réserve de liquidation et vous allez tomber sur de l'info. Pour ce qui nous concerne, le taux général de 30% et trois exceptions, le compte épargne et les intérêts à 15%, les dividendes VVPR bis pour les PME à 15 ou 20%, moyennant le respect de toute une série de conditions qu'on ne voit pas. Et enfin, le régime de la réserve de liquidation que vous avez peut-être vu en compta, parce qu'il y a des implications sur le plan comptable, mais voilà, qui est trop compliqué et qui dépasse le cadre de ce cours général de droit fiscal. Donc les prochains slides consacrés au taux, je vais les passer. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que je viens de vous dire. En ce qui concerne les mécanismes d'échange d'informations fiscales sur le plan international, on se limite à ce que je dis, pas à ce qui figure sur les slides. Donc sachez qu'à l'heure actuelle, il existe essentiellement sur le plan européen, mais pas uniquement, des mécanismes d'échange d'informations automatiques de nature fiscale entre les États. De manière concrète, ça veut dire que si moi, contribuable belge, j'ai perçu un revenu mobilier, c'est de ça qu'on parle dans ce chapitre, sur un compte à l'étranger, par exemple sur un compte français, eh bien, il va y avoir un échange automatique d'informations entre la France et la Belgique quant à l'existence de ce revenu. Donc la France va prévenir la Belgique de ce que moi, contribuable belge, j'ai perçu un revenu mobilier, des intérêts ou des dividendes en France et le montant va être communiqué. Sur base de ces informations, le fisc belge va pouvoir contrôler si j'ai correctement déclaré les revenus en question dans ma déclaration. Petit rappel, pourquoi est-ce que je dois déclarer ce type de revenu dans ma déclaration? Eh bien, parce que ceci, dividendes ou intérêts perçus en France, n'ont pas fait l'objet d'une retenue de précompte mobilier belge. Dès lors, j'ai l'obligation de les déclarer. Donc l'administration va se servir des informations transmises automatiquement pour contrôler ses contribuables. Alors c'est quelque chose de relativement nouveau, ces échanges automatiques d'informations. Ça a débuté en 2005 en Europe, Union européenne, avec une exception pour certains États, je ne rentre pas dans les détails. Et au début, ça ne visait que les paiements d'intérêts, donc pas les paiements de dividendes. Et au fur et à mesure du développement des outils législatifs, conclus au niveau européen, eh bien, on a élargi le champ d'application, élargi déjà le nombre d'États et élargi le type de revenu.
Et aujourd'hui, ça vise tous les revenus mobiliers, donc les intérêts et les dividendes, mais ça vise aussi les revenus professionnels et les revenus immobiliers. Donc, à l'heure actuelle, il est impossible au niveau européen de s'abstenir de déclarer un revenu qu'on a perçu à l'étranger en se disant ça a été perçu à l'étranger, le fisc n'en saura jamais rien. Non, le fisc belge est automatiquement informé de l'existence de ces revenus dans l'Union européenne. Alors, sur le plan international, donc au-delà de l'Union européenne, il existe aussi des mécanismes d'échange d'informations, mais ils ne sont pas automatiques, mais il y a un projet d'échange automatique de renseignements en ce qui concerne les revenus mobiliers à conclure dans le cadre de l'OCDE. La deadline qui était fixée, c'était 2020, mais à l'heure actuelle, l'outil n'est pas adopté. Mais ça ne saurait tarder et l'évolution en la matière sera très rapide. Voilà ce que je voulais vous dire sur les échanges internationaux d'informations et je vous renvoie à des cours spécialisés de fiscalité européenne ou de droit fiscal international pour avoir des informations plus précises à ce sujet. Alors un dernier mot sur la situation concrète d'un contribuable belge qui perçoit un revenu mobilier à l'étranger sans retenue du précompte mobilier belge. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Donc, il a l'obligation de déclarer le revenu. Il doit déclarer ce qu'on appelle le revenu net frontière. Donc, l'image est assez éloquente. Le revenu qui passe la frontière, donc le revenu qui rentre en Belgique, le revenu brut, moins ce qui a été prélevé dans l'état de la source, dans l'état où il est né. Hein, si vous prenez par exemple un dividende français payé par une société française à un contribuable belge, eh bien, le contribuable belge doit déclarer le revenu français dans sa déclaration. Il déclare le net frontière, donc le montant brut moins l'impôt qui a été retenu en France par l'État français. Le net frontière est déclaré dans la déclaration belge et est soumis à l'impôt, donc au tarif de 30%. C'est un cas, nous l'avons vu, de double imposition juridique internationale. Donc, le revenu va subir un impôt dans l'état de la source, ici la France, et un impôt en Belgique, l'IPP sur les revenus mobiliers. Cette double imposition est atténuée par la convention préventive de double imposition. Nous avons déjà vu ça au premier cours, lorsqu'on parlait des doubles impositions. Et la règle prévue par la convention préventive de double imposition, les conventions préventives de double imposition vont consister dans ce cas à limiter le montant de la retenue à la source dans l'état de la source. Donc ici, limiter le montant de l'impôt perçu en France. Un taux de 15%, mais comme dans tout, il y a des exceptions. Donc voilà ce qui se passe concrètement lorsque un contribuable belge déclare un revenu mobilier de source étrangère. La taxe Caïman, je ne vois pas ça avec vous. Et voilà qui clôture la matière des revenus mobiliers.